Ce soir, Meng Wanzhou conclut une entente avec les États-Unis. Quel impact pour les deux Michael emprisonnés en Chine? L'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques est avec nous. L'élection fédérale maintenant derrière nous, on dresse un dernier bilan avec notre panel de candidats. Et quel mandat les Canadiens ont donné à Justin Trudeau lundi soir? On décortique les résultats de l'élection avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un important développement dans le dossier de Meng Wanzhou qui a été arrêté par le Canada à la demande des États-Unis en 2018. La directrice financière de Huawei Technologies a comparu virtuellement devant un tribunal fédéral américain pour résoudre les accusations portées contre elle par les États-Unis. Évidemment, cela pourra avoir un impact sur le dossier des deux Michael, ces Canadiens qui sont emprisonnés en Chine depuis presque 3 ans en représailles à l'arrestation de Mme Wanzhou. Mon collègue Martin Strainer s'est entretenu un peu plus tôt avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, comment est-ce que vous réagissez à cette annonce de cet accord de poursuite différée? Je pense que c'est une très bonne nouvelle et jusqu'à un certain point, je pense que c'était inespéré. Moi-même, j'avais perdu espoir parce que ça fait tellement longtemps qu'on sait qu'il y a des négociations qui ont cours. En décembre l'an dernier, on savait qu'il y avait des négociations. Mme Meng refusait d'admettre sa culpabilité. Mais je pense que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le fruit de négociations, de pression de la part d'Ottawa sur Washington, de discussions entre Washington et Pékin. Probablement aussi quelques contacts entre Ottawa et Pékin. Maintenant, bien sûr, la prochaine étape, c'est de voir quand les deux Michael vont pouvoir revenir au pays. Là-dessus, il va falloir que la sentence, que Michael Kovrig reçoive sa sentence. Sa sentence va dire qu'il peut être déporté, mais je pense que les Chinois vont vouloir négocier tout ça pour essayer d'extraire des concessions de la part du Canada. Ça avait été le cas moi j'avais été associé aux négociations en septembre 2016 pour la libération et la déportation de Kevin Garrett. Mais je pense que le gouvernement chinois serait très mal vu s'il retardait le retour des deux Canadiens parce que suite aux pressions internationales qui ont été faites, tout le monde sait que c'est une question de prise d'otage qui avait été faite par la Chine. Et donc, j'espère que les négociations vont pouvoir être complétées et qu'on pourra voir les deux Michael revenir au Canada dans les prochaines semaines. Donc, vous êtes optimiste quant à la libération des deux Michael? Vous n'êtes pas peut-être un peu prudent? Bien, je suis relativement optimiste parce que dans tout ça, il y a eu un quiproquo. C'est la façon de procéder des Chinois. C'est ce qu'on avait vu après l'arrestation de Kevin et Julia Garrett, où ils nous avaient dit si vous retournez sous Bin, il va y avoir de bonnes choses qui vont arriver pour les Garrett. Après l'arrestation de Mme Meng et l'arrestation des deux Michael, là aussi, ça avait pas été dit clairement, mais c'est la façon de procéder de la part des Chinois. Et bien sûr, on sait qu'ils ont eu un procès, et donc du côté chinois, ils vont pouvoir dire qu'il y a eu un processus juridique qui a été suivi. Les deux ont été condamnés. Le juge, dans sa sentence, permet la déportation des Canadiens, mais il reste des négociations. Et ces négociations-là, il faut voir qu'est-ce que les Chinois vont vouloir extraire du Canada. OK, dernière question. Est-ce que vous pensez que ça va changer profondément ou fondamentalement le comportement du régime chinois quand il s'agit de prendre, on appelle ça une prise en otage? Oui, ben, j'ose espérer que oui, parce qu'en fait, un des seuls éléments de la stratégie canadienne qui a bien fonctionné, ça a été d'aller rallier l'opinion publique internationale. Il y a plusieurs leaders étrangers qui ont soulevé le cas des deux Michael lors des rencontres avec les dirigeants chinois. L'adoption de la déclaration contre la prise d'otages par des États en février est aussi un message très clair à la Chine, ce qui fait que je pense que la Chine va tirer des leçons, mais pour s'assurer que c'est vraiment le cas, il faudrait instrumentaliser cette déclaration. Et par exemple, les signataires pourraient s'entendre entre eux pour appliquer des sanctions si la Chine devait recourir à de telles méthodes à l'avenir. Monsieur Saint-Jacques, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée.
On va maintenant revenir à l'élection de lundi au pays pour boucler la boucle, en quelque sorte. Je retrouve notre panel de candidats, des candidats qui furent avec nous pendant les 5 semaines de campagne. Alors, pour les libéraux, je retrouve Greg Fergus. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Pour le NPD, Nima Machouf. Alors, bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, bonsoir. Félicitations à tout le monde. Je vais m'adresser d'abord à Nima parce que c'est peut-être pas, Nima, le résultat que vous souhaitiez dans Laurier-Sainte-Marie, mais quand même, vous avez livré une très chaude lutte à Stephen Guilbeault, qui est un poids lourd du caucus libéral. C'est quand même pas rien. Bravo. Je vous demanderais d'abord quel bilan vous faites de cette expérience? L'expérience de la campagne était très bonne. Le contact avec la population était très bon. La question qui a été beaucoup soulignée, la préoccupation des gens dans Laurier-Sainte-Marie, évidemment, était beaucoup l'environnement et surtout avec les candidats qu'on avait, c'était une question qui était très d'actualité. Et on a quand même fait une très très bonne campagne. Et d'ailleurs, dans Laurier-Sainte-Marie, le seul parti qui a augmenté ses votes, c'est le NPD. Tous les autres partis ont baissé de 5 000, 6 000, 2 000 votes. Les seuls qui ont augmenté en vote, c'était nous. Donc, on est quand même déçus des résultats, évidemment, parce qu'on pensait gagner, mais on est fiers de notre travail et j'en profite pour remercier toute l'équipe, tous ces 200 bénévoles qui étaient sur le terrain pendant ces journées de campagne. Oui, ben c'est normal aussi, on présume la déception. Jean-Denis, vous, c'était votre première campagne électorale. Vous allez faire votre entrée à la Chambre des communes. Quel bilan vous faites de votre première expérience politique, je dirais? Ben, c'est une expérience somme toute positive. Hein. Moi, je le dis, je le redis, hein, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup d'humilité, hein, c'est-à-dire d'aller rencontrer les gens, se prêter au débat d'idées, faire des propositions. Mais à la fin, ce sont les électeurs qui décident, on accepte leur verdict. Alors, on le fait évidemment avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup de passion et à la fin avec beaucoup d'humilité. Moi, j'ai trouvé ça hautement enrichissant et j'en ressors grandi. Puis évidemment, mais moi, dans Mirabel, je salue évidemment tous les gens de la belle circonscription de Mirabel. Je suis très satisfait du résultat. Mm-hmm. Greg, vous avez remporté aussi votre élection dans votre circonscription, mais M. Trudeau, quand même, n'a pas eu sa majorité. Quelle est votre réaction à cet autre gouvernement minoritaire? Mais écoutez, tout d'abord, j'aimerais remercier les résidents de Hull-Elmer pour me confier leur confiance une troisième fois. Toujours une très haute note, alors je suis très reconnaissant envers eux. Par rapport à les élections générales, écoutez, moi je pense que les Canadiens, encore une fois, ont bien choisi. Ils ont choisi d'avoir un Parlement progressiste, un Parlement qui veut mettre fin à la pandémie, qui veut s'assurer qu'on va relancer l'économie d'une façon inclusive, qu'on va lutter contre les changements climatiques. Et le message que j'ai entendu des Canadiens, c'est: écoutez, on approuve votre message, mais on veut que tout le monde mette leurs mains dans la pâte et travaille ensemble. Mm-hmm. Ça, c'est certain. Ils aimeraient qu'on retourne à la coopération qu'on avait trouvée au début de cette pandémie, où toutes les formations politiques ont vraiment travaillé main dans la main pour s'assurer qu'on peut livrer les services et les programmes que les Canadiens attendaient de nous. Luc, les conservateurs ont remporté au final un peu moins de sièges qu'en 2019. Au Québec, c'est un copier-coller là, avec les mêmes 10 sièges. On sait qu'il y a certains militants qui remettent en question le leadership d'Erin O'Toole. Quel va être l'avenir pour M. O'Toole en tant que chef du parti? Et surtout, est-ce que le caucus québécois est derrière lui? Moi, je pense, premièrement, vous me permettrez aussi de remercier les gens de Mégantic-Lérade pour leur confiance. Je pense que c'était une campagne différente. Hein, c'était une campagne en pleine pandémie où les choses se sont faites différemment. Puis, je suis content de voir que pour plusieurs candidats, le candidat local joue encore un rôle très important dans les campagnes. Ça a permis à plusieurs d'entre nous d'augmenter leur marge. Les gens ont reconnu le travail qui a été fait. Donc, je pense que ça vaut la peine de travailler fort dans nos comtés puis, pour essayer de convaincre nos électeurs. Par rapport à la suite des choses, écoutez, Erin O'Toole est parti avec 6 points derrière à cette élection-là. On termine encore une fois
avec plus de votes que le Parti libéral. Donc, on a fait un bon bout de chemin dans cette campagne-là. Il faut se rappeler que pendant 18 mois, M. Trudeau était seul en avant de son cottage à tous les jours pour s'adresser aux Canadiens. On n'avait eu à peu près pas d'occasion de faire connaître notre chef. Et là, on a eu une occasion. Pendant 30 jours, les gens ont effectivement appris à connaître Erin O'Toole. Et d'après moi, c'est de bon augure pour la suite des choses. M. Trudeau a fait le pari qu'on serait beaucoup moins de conservateurs qu'on est actuellement quand il a déclenché ces élections-là. Il a fait le pari qu'il y aurait un gouvernement majoritaire et c'est pas ce que les Canadiens ont décidé. Et quand j'entendais tout à l'heure l'appel de mon collègue, M. Fergus, à la collaboration avec les partis d'opposition, mais je rappelle que cette responsabilité-là première, c'est le gouvernement minoritaire en place qui l'a de s'assurer qu'il écoute tous les partis et qui fait une place à tous les partis. C'est pas ce qu'on a vécu dans les derniers mois de ce gouvernement-là et malheureusement, ça a entraîné certaines frictions à la Chambre des communes. On va laisser le bénéfice de doute aux coureurs, mais la responsabilité de l'élection et de la suite des choses, ça appartient au gouvernement. Et est-ce que le caucus conservateur du Québec est derrière M. O'Toole? Bien, comme je vous l'ai mentionné, tous les députés conservateurs ont augmenté leur marge. Donc, pour nous, on a fait une belle campagne. M. O'Toole a fait une vraie place au Québec, a fait une vraie place dans le programme du parti, aux valeurs québécoises. Et pour ça, pour nous, c'est très, très encourageant pour l'avenir. Bon. Cela étant dit, on s'attend à une reprise, puisque vous parlez d'avenir, des travaux aux communes dans les prochaines semaines. On va voir, parce que, bon, M. Trudeau devrait rencontrer la presse au début de la semaine prochaine. On aura peut-être plus de précisions. Je vous demanderais, et là, bon, vous pouvez y aller en débat, quels devraient être les dossiers prioritaires à la reprise des travaux aux communes? Qui veut se mouiller le premier? Écoutez, Greg, allez-y. Bien, moi j'attends que, tout d'abord, on va adresser aux grandes priorités. Puis la plus grande priorité des Canadiens, c'est pour mettre terme à cette pandémie. Deuxièmement, je pense que les gens aimeraient qu'on s'attaque à lutter contre les changements climatiques. Et troisièmement, je pense qu'ils attendent qu'on va réintroduire certains projets de loi, tout comme le projet de loi sur C6 concernant concernant le traitement des excuse-moi, ma tête parle en anglais, mais oui. Conversion therapy, la thérapie les thérapies, oui, c'est les thérapies de conversion. En fait, je ne savais pas si vous aviez dit C6 ou C10. OK, mais C6, oui. Exactement. Puis aussi, pour lutter contre la haine en ligne, C10, et puis aussi un engagement pour réformer notre système de la justice pour éliminer des peines minimales en C22. Alors, j'attends qu'à l'automne, ce sont probablement les 5 plus grandes choses qu'on peut faire avant qu'on... C'est pas tout à fait ce qu'on a entendu sur le terrain, cependant. Luc, allez-y. Ben, écoutez, est-ce que les gens veulent effectivement la pandémie? Ils veulent savoir où on s'en va pour la suite des choses. Ils veulent effectivement qu'on leur donne des réponses. Le coût de la vie qui a augmenté d'une manière exponentielle au cours des derniers mois. On a entendu parler de ça durant la dernière campagne électorale. Le gouvernement ne peut pas s'en sortir sans nous présenter un plan pour voir comment il va faire pour faire en sorte que le coût de la vie cesse d'augmenter. Il y a toujours la crainte, les menaces, des hausses des taux d'intérêt suite à cette inflation galopante qu'on connaît au cours des derniers mois. À cause de la pandémie puis aussi, oui. Puis il y a toute la question de la pénurie de la main-d'œuvre. Il n'y a pas personne qui peut passer à côté de ça. Je n'ai pas entendu mon collègue libéral en parler, mais c'est une situation vraiment préoccupante, non seulement pour l'économie canadienne, mais pour l'économie de toutes les régions du Québec. Il y a des entreprises qui ne peuvent plus accepter de contrat, qui ne peuvent plus livrer la marchandise parce qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre. Le temps et file, ça, il va falloir que le gouvernement s'y occupe aussi. Jean-Denis, rapidement, ça va être quoi la priorité, le dossier prioritaire pour le Bloc québécois à la rentrée parlementaire? Bien, évidemment, là, les Canadiens, le message était très clair. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour sortir de cette pandémie. Et moi, Mme Bégin, j'écoutais la radio tout à l'heure dans ma voiture et j'entendais parler seulement du système de santé, des difficultés de la crise qu'on vit. Alors, c'est pas pour rien que notre chef, Yves-François Blanchet, a demandé au gouvernement fédéral, au premier ministre Trudeau, de convoquer immédiatement un sommet
entre les provinces et le gouvernement fédéral pour convenir d'une entente sur les transferts en santé. Et d'ailleurs, je rappellerai que pas plus tard qu'hier, le Conseil de la Fédération a réitéré ses demandes concernant les transferts inconditionnels de 28 milliards. À ça, s'ajoutera évidemment la crise de la main-d'œuvre. On veut redéposer C-216 pour protéger nos producteurs sous gestion de l'offre. Et il y aura la question de nos aînés. On parlait de pouvoir d'achat, nos aînés. Donc, les mêmes thèmes qui vont maintenir le pouvoir d'achat. Les mêmes thèmes qui vont revenir pour le Bloc québécois. Nima, il nous reste quelques secondes parce que le NPD, comme le Bloc, se retrouve encore avec la balance du pouvoir, donc en bonne position pour faire avancer l'agenda. Quel devrait être le dossier prioritaire à la rentrée, en quelques secondes? Exactement. Tout le monde a parlé un peu des différents dossiers. Moi, je pense que ce qui sera prioritaire pour nous, c'est la situation de vie des gens. Donc, alléger la pauvreté, le logement, tout ce qui est difficile pour que les gens puissent traverser la pandémie. Évidemment, la pandémie aussi, il faut passer à travers. Donc, aller chercher où sont les ressources, aller les chercher, taxer les ultra-riches, taxer les GAFA. Donc, les projets qui ont été mis de côté pendant cette élection inutile, il faudrait qu'on puisse les rapporter. L'environnement, moi j'arrive de la manif sur l'environnement, les gens sont dans la rue, c'est la chose auquel ils tiennent, c'est urgent d'agir. Maintenant, les conséquences sont à long terme. Ça met la table pour ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Greg, Luc, Jean-Denis et Nima, merci beaucoup d'avoir été avec nous chaque vendredi de cette campagne électorale. Au plaisir de vous revoir bientôt à la reprise des travaux. Et Nima, en tant qu'épidémiologiste, on va certainement continuer à se parler à cette émission pour nous faire un compte-rendu sur la pandémie. Merci à tous. Avec bon plaisir. week-end et bon repos. Merci, au revoir. Au revoir. Bye Merci, bye. au revoir. Au revoir. Et au terme de cette campagne électorale, on peut se demander quel mandat les Canadiens ont donné à Justin Trudeau et que réserve l'avenir à Erin O'Toole. J'ai analysé les résultats de cette élection fédérale un peu plus tôt cette semaine avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir. Bon, chaque fois qu'on s'est parlé pendant la campagne électorale et même avant son déclenchement, vous nous avez toujours dit qu'on s'acheminait vers un copier-coller de 2019. Finalement, vous avez eu raison. D'ailleurs, si on compare vos plus récentes prévisions, 3 jours avant le vote, aux résultats de lundi soir, vous avez visé dans le mille, je dirais, avec 99 de précision. Je vous demanderais d'abord comment vous interprétez ces résultats de lundi soir. On est fiers de la précision des résultats, mais c'est une élection un peu plus facile parce que durant les 2 dernières semaines, l'intention de vote s'est relativement maintenue. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais à 33-33 en termes d'intention de vote. Une semaine avant, à 32-32, j'ai terminé à 33-32. Vous savez, ça a été quand même relativement calme. D'habitude, dans une élection, il y a un mouvement qu'on ne réussit pas à aller chercher. Cette fois-ci, c'était le vote du PPC de Maxime Bernier. On se demandait, est-ce qu'on mesure véritablement la montée du PPC? Bon, la réponse, c'est oui. Il y a beaucoup de gens de PPC qui n'ont pas été votés. Mais c'est une élection, quand même une copie, comme vous disiez, de 2019. J'étais à TVA, moi, le soir des élections. On se demandait pourquoi qu'on repasse pas le tape de l'élection de 2019 au lieu de commenter. C'est la même chose. Vous dites, bon, ça a été relativement calme. Est-ce que vous avez eu des surprises lundi soir? Les surprises, c'est qu'il n'y a aucune surprise. Vous savez, c'est assez fantastique que 2 ans après avoir été élu, on a vécu une crise économique, une pandémie, puis il n'y a rien qui a changé. Et surtout que l'électeur est un peu frustré. Vous aviez 69 des électeurs qui étaient insatisfaits que le premier ministre a déclenché l'élection. 69 Par contre, d'un autre côté, les Canadiens étaient très satisfaits de la gestion de la pandémie. Ouais. Donc, pour eux, là, c'est une gestion de risque. Là. Est-ce qu'il y a un risque de changer de gouvernement? Les gens se sont dit oui, on est dans une période difficile, vaut mieux y aller pour ce qu'on connaît. Oui, parce que, justement, Justin Trudeau voulait, en déclenchant l'élection, donner la chance aux Canadiens de s'exprimer sur la façon de se sortir de la pandémie, mais finalement, bon, vous le dites, on arrive à un résultat qui est à peu près semblable à celui de 2019. Est-ce que Justin Trudeau a un mandat clair, un mandat différent de celui de 2019? En d'autres mots, qu'est-ce que les Canadiens ont dit à Justin Trudeau lundi soir? Vous savez, la 3e élection, c'est la plus difficile à gagner, là, parce que ça fait 6 ans, il y a eu 2 élections, il ne peut pas arriver avec de la nouveauté. Même si les résultats sont identiques, les conséquences ne sont pas identiques.
C'est une victoire personnelle de Justin Trudeau. J'entends les médias critiquer. Non, 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 c'est exceptionnel ce qu'il a gagné. Gagner un troisième mandat au Canada, c'est extrêmement rare. Et aujourd'hui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a personne dans les partis d'opposition qui va oser demander des élections. Fait que moi, je pense que c'est au moins pour 3 ans, si c'est pas 4 ans avec ce même gouvernement-là. Fait qu'il a beaucoup plus d'espace pour manœuvrer. Puis surtout que la population a dit, on est satisfait de ce que vous faites au pouvoir, mais avec surveillance, sous surveillance. Parce que quand on le vote minoritaire, on lui donne pas, dans le fond, l'ensemble du contrôle, mais il y a quand même beaucoup d'espace qu'il n'avait pas avant. Imaginez, pensez-vous que les conservateurs vont s'en aller à l'élection? Non, ils vont avoir des problèmes existentiels. Le NPD, avec ses 25 sièges, pas plus. Le Bloc, il a passé de justesse parce que les Québécois ont été offusqués dans la campagne, sinon ça aurait été plus difficile. Fait que M. Trudeau, aujourd'hui, a beaucoup plus de pouvoir, de capacité de changer les choses qu'avant les élections. Bon, vous parlez des conservateurs. Justement, pour ce qui est d'Erin O'Toole, il a récolté un score qui est à peu près semblable à celui d'Andrew Scheer en 2019, mais à cette élection-ci, il y a le Parti populaire de Maxime Bernier qui a eu une meilleure performance qu'en 2019. Quelle lecture devraient faire de ça les conservateurs? D'abord, M. O'Toole est allé chercher 6 points vers le centre. Il a perdu 6 points vers sa droite, ou 5 points vers sa droite au PPC. Hein? Donc, il a centré son parti, mais il a perdu un certain nombre de votes d'un autre côté. Fait que le pire ennemi de M. O'Toole était Maxime Bernier. Si Maxime Bernier n'avait pas été là, aujourd'hui, on parlerait d'un gouvernement conservateur. Et ça, donc, c'est quand même majeur comme constat. La question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'aurait pas dû se centrer, il aurait dû rester aussi à droite que le parti l'était. À mon avis, ce serait une erreur. Et ce serait une erreur encore plus profonde s'il changeait de chef. Parce que les chefs, s'ils sont jetables à chaque élection, ce parti-là va rester dans l'opposition pour les 10 prochaines années, là. Donc, ils sont beaucoup mieux de bâtir sur ce qu'ils ont fait, parce que l'image du Parti conservateur est supérieure aujourd'hui, même s'il n'y a pas plus de votes, même s'il n'y a pas plus de sièges. C'est un choix des électeurs du Parti conservateur ou des membres, mais en bout de ligne, les électeurs veulent de la stabilité, surtout en période de pandémie. Là. On se lance dans une autre course à chefferie, là. Je vous garantis que ça donne l'espace au Parti libéral. Oui, on verra l'impact de ces résultats sur l'avenir politique de Erin O'Toole. Toujours sur les conservateurs, quand même, leur campagne, on le sait, a bien commencé. Vous le constatiez d'ailleurs dans les sondages. Et puis, tout à coup, ils ont perdu, je dirais, leur momentum. Est-ce qu'on sait à quel moment précis les conservateurs ont perdu leur élan dans la campagne? Est-ce qu'on peut identifier un moment décisif? 2 septembre, 9 heures. Est-ce que c'est précis, Esther? C'est très, très précis. C'est le début du débat en français. Le face-à-face. Exact, le face-à-face à TVA. Ce qui s'est passé, là, c'est qu'au début de la campagne, les gens étaient frustrés contre le gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau a perdu son avance de 5 points qu'il avait et les conservateurs ont commencé à marquer des points. Il y a eu un moment magique où le Canada s'est dit, est-ce que je veux d'Erin O'Toole et de son équipe? Et il a bafouillé, il a reculé, il y a eu des positions qui n'étaient pas claires sur les garderies au Québec, sur les armes à feu, sur un certain nombre d'enjeux, même sur l'avortement, où déjà ça laissait l'espace à de l'ambiguïté et on s'apercevait que c'était sa première campagne électorale. Il n'a pas été assez affirmatif, il a essayé de couler avec les événements et là, les Canadiens se sont dit, je ne suis pas certain. Ça a démarré au débat en français parce qu'il s'est fait attaquer à ce moment-là, ça s'est poursuivi au débat en anglais, puis il n'a jamais réussi à se relever de ces attaques-là durant la campagne. S'il y avait une deuxième campagne, il serait beaucoup plus expérimenté. Il verrait ces coups-là venir d'avance. Je veux vous entendre sur la différence entre les villes et les régions, parce que quand on regarde les résultats, on constate des différences quand même marquées entre le vote dans les régions urbaines et celui dans les régions rurales. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Savez-vous qu'un député sur 2 du Parti libéral actuel, là, 86 sur 158 pour être plus précis, là, pratiquement 1 sur 2, viennent des grandes villes. Vous savez, c'est un parti qui est très urbain. D'ailleurs, là, prenez la ville de Montréal et Laval. 23 comtés, 21 sur 23 sont libérales. La ville de Toronto, 25 sur 25. Dans Vancouver, c'est 8 sur 13, les 5 autres sont du NPD. Les villes sont à gauche. Alors que quand on arrive dans les banlieues, c'est une bataille entre les deux. Quand on arrive dans les campagnes, c'est conservateur. Fait que pour les libéraux, c'est quand même un problème, là. Parce qu'actuellement, leur vote est efficace. Ils ont obtenu 33 % des voix, 46 % des sièges. Mais ça, là, c'est des petites majorités partout, là. Si le point de bascule, il n'est pas très loin. Si les conservateurs avaient eu 2 ou 3 % de plus, tout aurait été différent. Fait que les libéraux ont besoin de se rapprocher des banlieues et des campagnes, mais les conservateurs ont besoin de rentrer en ville, là. Ils ont besoin de moderniser leur image et d'attirer des gens du centre. Chacun a ses défis au lendemain des élections. Puis même si les résultats sont pareils, les plaques tectoniques ont bougé, là. Chaque parti doit bouger pour être capable d'être plus proche de l'électeur. En temps de pandémie, Esther, j'avais déjà dit ça, on n'imprime rien sur une feuille qui tremble.
Les Canadiens tremblent. C'est pas évident de passer des concepts, des idées, des planifications budgétaires. Mais là, on va sortir tranquillement de la pandémie. C'est là que les partis doivent être beaucoup plus clairs qu'ils l'ont été dans la campagne. Oui, on va souhaiter en sortir le plus rapidement possible. Jean-Marc, sur le Bloc québécois maintenant, le Bloc qui a connu un début de campagne, je dirais, plus lent. Ça décollait pas vraiment au début de la campagne pour le Bloc québécois. Et puis, il y a eu le fameux débat en anglais le 9 septembre sur lequel le Bloc a beaucoup misé. Est-ce que ça a vraiment été décisif que ce débat en anglais pour le Bloc québécois? Oh, moi, je pense que ça a sauvé même le Bloc. Le Bloc perdait 1% par semaine dans mes sondages, là. Avant le débat. Rendu au débat, il y a eu une explosion, surtout que le débat, la synchronicité du débat avec le vote par anticipation qui était le lendemain, fait qu'il y a eu, dans le fond, une réaction très, très forte des Québécois. Et les Québécois sont cyclotimiques. Ils réagissent toujours trop fort. Hein? Cyclotimiques, c'est qu'ils vont avec des cycles, puis en fonction de leur passion. Ça a aussi une incidence. Le Bloc en a profité de cette dynamique-là. Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'à la fin, étant donné que le chef a parlé de 40 sièges, c'est une impression de demi-victoire du Bloc. Il y a 2 ans, le Bloc a élu 32 sièges. C'était l'euphorie en disant « on est revenu ». Aujourd'hui, il y en a eu plus que 32. On ne sait pas si ça va être 33 ou 34. Là. Il y a encore 2 comtés qui sont entre les deux. Là. Mais c'est comme si c'est une semi-défaite. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont autant ou plus de sièges que le Parti libéral au Québec, à peu près le même niveau au niveau de l'intention de vote. Donc, c'est une force de frappe, mais ils entrent dans le nouveau Parlement comme si c'était sur la défensive à cause de la dynamique de la campagne. Et ça, à mon avis, ils ont beaucoup de questions à se poser parce que s'ils font la même campagne la prochaine fois que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le Bloc va perdre une majorité de sièges. Quant à l'impact du premier ministre François Legault, qui s'est dit, on le sait, en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur en plein milieu de la campagne électorale fédérale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'influence de François Legault dans cette élection fédérale? C'est une influence réelle parce que chacun des chefs s'est positionné par rapport à sa plateforme au début de la campagne, selon les exigences du Québec. Il a fait beaucoup de gains avant et pendant la campagne avec les chefs. Le problème, c'est d'avoir un premier ministre provincial qui s'est mis dans une campagne fédérale. C'est très hasardeux. Le Parti conservateur avait 19 % avant l'appui de François Legault. Ils ont terminé avec 19 %. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur le vote. Il n'a pas réussi à convaincre les électeurs de voter. Par contre, la prise de position de M. Legault, suivie par le débat sur le racisme, est-ce que le Québec est ou non raciste à la question au débat en anglais, ces 2 éléments combinés ont propulsé le vote du Bloc. Fait que François Legault, en voulant appuyer le Parti conservateur, a plutôt servi les intérêts du Bloc québécois. Mais aujourd'hui, il se retrouve en position de faiblesse parce que le gouvernement actuel, disons que c'est un gouvernement qui va vouloir que M. Legault paye ses dettes. Il a appuyé le parti d'opposition, ça peut coûter cher. Donc, mais on vit dans une politique réelle. Là. Chaque gouvernement a intérêt à ce que ça fonctionne. Là. Donc, à court terme, disons qu'il va probablement s'en sortir. Mais il a usé un peu de sa crédibilité dans cet événement-là. Jean-Marc, on se retrouve donc avec un autre gouvernement minoritaire. Ça pourrait vouloir dire des élections dans 1 an et demi. Je sais que vous disiez tout à l'heure, peut-être dans 3 ans, même dans 4 ans. Je vous demanderais quelle est l'humeur des Canadiens par rapport à la possibilité d'une autre élection, je dirais, assez rapidement, mettons. Le prochain qui demande une élection, là, il va avoir une leçon. Moi, je vous garantis, que ce soit le Parti libéral ou l'autre, là, les Canadiens n'ont pas aimé ça. De voter d'abord une élection quand c'était pas nécessaire, puis surtout en temps de pandémie. Vous savez, on a dépensé 620 millions de dollars pour arriver au même résultat. On aurait pu faire un sondage léger, puis on aurait eu le résultat. Pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de déclencher cette campagne-là. Jean-Marc, en terminant, donc, c'est un 2e gouvernement minoritaire de suite, 2 élections de suite, 2 grands partis qui récoltent environ 30 % des intentions de vote, alors que les 2 plus petits partis, le Bloc et le NPD, récoltent des pourcentages qui sont assez élevés. En fait, je vous demanderais, est-ce qu'on est condamné au Canada à vivre avec des gouvernements minoritaires? Bien, c'est des cycles. Les 5 des 7 derniers gouvernements sont minoritaires. Vous savez, la fin de Paul Martin, l'arrivée de Stephen Harper, maintenant celui de M. Trudeau, tout ça a donné des gouvernements minoritaires. Puis les Canadiens, là, sont très à l'aise avec le gouvernement minoritaire. Que les gens négocient puis qu'on s'assure qu'on ait une politique de balance. On appelle ça, Esther, la politique de la ceinture et des bretelles. Vous savez, on est en contrôle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre. Les Canadiens sont à l'aise, ça a donné des résultats, des gouvernements performants, ça exige d'avoir des ententes avec les autres partis, ça évite dans le fond les extrêmes. La conséquence, c'est qu'on gouverne au centre, les Canadiens sont au centre. Aujourd'hui, le lendemain des élections, que tu sois conservateur, NPD ou autre, la majorité des Canadiens sont heureux du résultat et on continue à combattre la pandémie. On est bien avec nos ceintures et nos bretelles, finalement. Exactement. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, on a beaucoup apprécié votre présence et vos lumières aussi pendant cette campagne électorale. Merci beaucoup
Et on espère vous retrouver bientôt. Merci. Toujours un plaisir, Esther. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Alors voilà, c'est ce qui complète notre couverture de l'élection fédérale de 2021. Esther Bégin qui vous remercie de nous avoir suivis au cours des 6 dernières semaines à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, un excellent week-end et je vous retrouve à la barre de l'essentiel au moment de la reprise des travaux au Parlement dans quelques semaines.